Eh bien voilà, bonjour à tous, je sors de l'hôpital à Moscou. Là, vous voyez, c'est le Corpus B. Alors le corps B, bâtiment B quoi. Bâtiment B, eh bien c'est là dans ce bâtiment que j'ai été pendant 3 jours. Voilà. C'est le bâtiment de l'hôpital numéro 67 de Moscou. Oui, derrière moi, il y a l'apteka, la pharmacie de l'hôpital. C'est pratique quand on a la pharmacie directement dans l'hôpital. Bien, j'étais venu pour faire un certain nombre de reportages. J'en ai fait certains. Malheureusement, beaucoup ont été ratés puisque, voilà, j'ai eu un accident ici à Moscou. Pas de bol, ça arrive. Urgence, un hôpital, puis un deuxième hôpital, celui-là, où j'étais opéré de la jambe gauche. Je n'avais pas le choix. Je vous rassure, c'est pas très grave, mais il fallait quand même faire une opération. Je peux rentrer en France, heureusement. Et donc, alors je suis un peu perdu puisqu'en fait, je vais chercher un taxi. J'ai récupéré un taxi, mais vous voyez, là, ça c'est l'hôpital. Alors là, c'est juste le Corpus B. Il y en a 6 ou 7, 8. Bon, comme un peu tout en Russie, c'est assez gigantesque. Et donc, je suis sorti, mais je sais pas. Ah voilà, là-bas, c'est réanimation. Donc là, c'est la réanimation. C'est là que rentre le matériel pour la partie réanimation. Bon, voilà, c'est gigantesque. Il faut que je trouve la sortie de l'hôpital 67. Ça, c'est le grand problème pour un Moscou, pour ceux qui y vont, ceux qui connaissent. Les entrées et les sorties des bâtiments, c'est pas simple à trouver. Bon, en tout cas, voilà, certains reportages sont ratés. Je n'ai pas pu les faire, évidemment. Mais en même temps, être à l'hôpital, ça permet de discuter avec les médecins, avec les infirmières, avec les aides-soignants, avec les patients, ceux de la chambrée, les gens du couloir. Et on apprend évidemment beaucoup de choses. Alors, j'ai pas évidemment pu tout filmer, puis de toute façon, les gens sont malades. Voilà, quelques images. Et je vais vous raconter tout ça, pourquoi ça s'est passé. Et c'est très intéressant de comparer les systèmes de santé et les systèmes de premier secours entre la France et la Russie. Alors ça, c'est l'entrée des cadres. Et vous voyez, là, il y a un petit M dans un cœur et puis un signe de croix blanche sur une feuille verte. Avec le numéro 67, c'est l'hôpital numéro 67. C'est comme ça qu'ils sont identifiés. Ils ont des numéros ici, ils n'ont pas de nom, des numéros, comme les écoles. Ils ont des numéros, ça c'est une technique russe. Voilà, nous, on met les numéros, les noms des rues, où se trouvent les hôpitaux et les écoles, eux, c'est les numéros. Et puis MB, en fait, c'est Moskovskaya Bolnitsa, les hôpitaux de Moscou. C'est un peu comme la PHP, assistance publique, hôpitaux de Paris, à PHP. Voilà, MB, c'est l'équivalent de l'hôpital public français. Donc là, c'est l'hôpital public russe. Ah c'est donc voilà. Bon, je fais coucou à Sacha, qui était dans ma chambre, qui était bien sympa. Lui aussi était opéré. Gentiment, ça c'était mon bâtiment. Donc bâtiment ici, Corgé. C'est où rentrent les visiteurs, entre autres. C'est l'hôpital, c'est la partie principale de l'hôpital. Et c'est là que j'ai été emmené avec le deuxième véhicule d'urgence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, dimanche, samedi, j'étais à mon hôtel. J'ai fait un reportage. La semaine de l'énergie venait de se terminer. J'étais là pour la semaine de l'énergie russe. Donc vous avez vu quelques éléments sur Fréquence Populaire. Il n'y en aura plus dans les deux Kousma et dans ce qu'on pourra vous envoyer. Donc sur comment s'organise la vente de gaz, de pétrole, quels sont les pays qui étaient présents cette semaine, qui en fait était une sorte de mini sommet BRICS de l'énergie. Bon, j'ai pu interviewer des gens, mais par contre, j'ai quelques interviews qui ont sauté, évidemment, en particulier l'interview d'un des directeurs de Rosatom. C'est très ennuyeux, ça aurait été très intéressant d'avoir leur stratégie, en tout cas, ce qu'ils peuvent en dire de leur stratégie sur
pour 2025 et aussi de leur production à l'international et de ce qu'ils de leur Astrid à eux, c'est-à-dire par contre, ils n'ont pas arrêté le programme, ils ont même beaucoup plus financé que nous, merci Macron. Donc les générateurs, les nouvelles centrales nucléaires, les nouveaux réacteurs nucléaires de 4e génération qui fonctionnent aux déchets nucléaires, et aussi la vente de centrales nucléaires à l'étranger. Bon, tout ça, je ne le saurais pas. J'ai pu assister de l'extérieur à la signature visiblement d'un gros partenariat avec le Vietnam. Bon, visiblement, les Russes, comme je vous l'ai déjà rapporté, n'ont pas de problème de vente de leur énergie. Ce serait assez étonnant, d'autant plus que, visiblement, les États-Unis sont eux aussi toujours intéressés par l'uranium. Et donc, samedi, dans le hall de mon hôtel, il y a un touriste qui avait une très, très, très grosse valise, qui n'a pas fait très attention. Elle a un peu chuté d'un escalier et elle m'est tombée sur la jambe gauche. Voilà, ça fait bien mal sur le coup. Mais voilà, gros hématome. Et puis je me suis dit, ça va aller. Voilà, dimanche, je suis allé en Boîte-en visiter le musée. Je voulais faire un reportage. Le musée de la Deuxième Guerre mondiale, puisque c'est toujours le 80e anniversaire de la victoire sur le nazisme. Et c'est intéressant de voir comment les Russes mettent tout ça en scène. Et ils nous mettent en scène. C'était très émouvant avec mon collègue français qui est ici, Julien. On a failli avoir c'était pas loin les larmes parce que voilà, c'est un très très long musée, très prenant, très très riche. Et on a eu le droit à la salle française avec le chant des partisans. Donc eux, visiblement, je vous verrai ça. Ils n'ont pas oublié que les Américains, les Anglais, les Français, les Chinois et un certain nombre d'autres pays ont participé à la Deuxième Guerre mondiale. Contrairement à certains chez nous qui ont oublié que la Russie et la Chine ont participé un tout petit peu. Pas beaucoup, même un petit peu, à la Deuxième Guerre mondiale et à la victoire contre le nazisme. Bon, ça c'était fait, mais ça a bien gonflé. Et lundi, je me suis mis dans plus beau costume pour aller faire mes interviews. Et en plus, il y avait ici beaucoup de gens que vous suivez peut-être. Mersheimer était pas loin. Il y avait aussi le juge Napolitano de Judging Freedom. Il y avait Ray McGovern. Bon, plusieurs. Larry Johnson plutôt. Larry Johnson était là. Donc des gens que normalement je voulais rencontrer, interviewer. C'est raté parce que ma jambe a tout à coup gonflé énormément. C'est un vrai ballon. C'est comme une crampe colossale. Et en fait, j'ai rien pu faire à part à un moment dire déclarer forfait. Allez, paraît que ça se fait pas, mais limite j'étais prêt à chialer. Voilà. La douleur était telle que Eh bien, ils ont appelé les urgences. Voilà. Les urgences, le SAMU local. Skore pour mouche, les secours d'urgence, quoi. Littéralement. Et ils sont venus me chercher. Ça a pris 5 minutes. Entre l'appel et l'arrivée, 5 minutes. Voilà. Des secouristes comme on en a partout dans le monde. Professionnels, sympas, vous avez du matériel. Ils ont regardé ma jambe et ils ont dit oh là, ça sent pas bon, c'est pas une grosse crampe. Et ils ont craint la thrombose, en fait. Voilà. Thermophlébite, ils appellent ça, thrombose, ici. Thermophlébite, thrombose. Bon, c'est pas très bon, ça. Et en plus, ça vous bloque. Allez, parce qu'une phlébite ou une thrombose, on prend pas l'avion pendant au moins 2 semaines. Ça me sans argent, je crois que ça aurait été très sympa. Bon, allez, je vous rassure, c'était pas ça. Mais à ce moment-là, je le savais pas, donc j'en menais pas large, surtout à cause de ce problème. Et donc, ils m'ont emmené, ils m'ont fait une piqûre antidouleur sur place, qui a agi un peu. Bon, c'est quand même ça même, mais ça agit un peu. Et ils m'ont emmené aux urgences. Véhicule d'urgence, bien. Alors, je sais que l'hôpital public s'est amélioré en Russie, parce que moi, j'ai connu la Russie des années 90. Je peux vous dire que c'était des brouillards. C'était mettre quelqu'un aux urgences, c'était l'angoisse mortelle. Totalement dysfonctionnel. Il n'y avait plus rien en état. Le matériel était tragique. Les véhicules d'urgence, très mauvais. C'est pas le cas. Le véhicule d'urgence, très bon. Il y a 2 endroits, il y a des dodanes pas agréables. Ou en tout cas, j'ai senti comme ça avec ma jambe.
l'urgentiste très sympa. Voilà, discuter avec le médecin urgentiste, parler de la vie, de l'amour, de la guerre évidemment, de la situation. Voilà. Et il espère comme beaucoup que les choses s'arrangeront. Mais je vais vous dire ça après, parce que j'en ai parlé avec beaucoup de gens ici. Et donc, on m'amène à un premier hôpital, Botkin, l'hôpital Botkin. Franchement, j'avais l'impression d'être rentré dans un hôpital dans Star Wars. Donc, depuis, j'ai compris que c'est un hôpital neuf de Moscou, ultra moderne, vraiment, vraiment ultra moderne. C'est assez impressionnant. Il y a une propreté impeccable. Alors, vous allez voir ici, l'hôpital dans lequel je suis, c'est plus... c'est un mix entre un peu de ce qui reste de l'époque soviétique arrangé, du tout neuf. Il y a les couloirs, on sait bien, on est soigné, les salles d'opération sont bien, mais voilà, il y a certains endroits qui sentent un peu le vieux. Mais à l'hôpital Botkin, ça sent pas le vieux, ça sent le futur. En tous les domaines. Et des petits robots qui roulent, tout électronisé, très rapide, efficace. Et puis alors une chose, bon, il faut dire ce qui est, il y a un personnel colossal dans les hôpitaux publics ici. Alors les infirmières se plaignent de ne pas être assez... ah bah ça là, vous voyez, c'est la camionnette là, qui rentre par la rentrée urgence. Comme moi, il y a 3 jours, voilà. Ah oui, puis il y a un petit signe, c'est amusant, celui-là, il y a un rappel de la victoire sur le nazisme il y a 80 ans. Bon, c'est quand même le thème en ce moment ici. À mes moutons, donc le public, l'hôpital public, eh bien, oui, je disais, les infirmières avec qui j'ai discuté dans cet hôpital où je suis, le numéro 67, se plaignent. Alors, beaucoup des salaires, visiblement, les salaires pourraient être plus hauts pour les infirmières. Les médecins n'ont pas l'air de se plaindre. Et le personnel d'aide médicale ne se plaint pas non plus, mais pour d'autres raisons. En tout cas, les infirmières se plaignent. Voilà, qu'il n'y a pas assez de personnel et que leurs salaires sont pas assez bons. Alors, quand il n'y a pas assez de personnel, faut bien imaginer que chaque ascenseur, là, les ascenseurs où il y a les ascenseurs pour les chaises roulantes ou les brancards roulants, eh bien, il y a quand même quelqu'un dedans qui s'occupe, il y a un liftier. En fait, il y a un personnel pléthorique, il y a énormément de monde. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça va très très vite. Alors ça, c'est surprenant, c'est pas un bon coin pour nous. Voilà, je vous avais raconté l'histoire de mon papa, que je salue, je n'avais pas dit que j'étais à l'hôpital parce qu'il s'inquiète très vite avec ma maman, mais c'est bon maintenant, qui a passé 20 heures à l'hôpital avec quasiment un AVC avant d'être vu, puis renvoyé, parce que de toute façon, les appareillages qui devaient être... Enfin, ne marchaient pas, voilà. C'est pas le scanner, c'est... peu importe, l'IRM ne marchait pas. Donc ici, donc dans cet hôpital, très, très moderne, c'est allé extrêmement vite. Donc l'enregistrement s'est fait en, je sais pas, vitesse grand V, j'ai passé mon passeport et puis voilà, c'était fait. J'étais emmené dans une... un peu comme les hôpitaux médiévaux, on va dire, une sorte de grande salle de triage, avec des rideaux. Alors, j'étais mis dans ma salle, dans mon espace, et hop, les rideaux ont été tirés. Et voilà, j'étais dans mon petit espace, en entendant ce qui se passait à côté. Là, immédiatement, j'ai compris parce que je ne savais pas. Bon, c'est à savoir bien connu des Russes, évidemment, mais pas de nous. C'est assez pratique pour s'y repérer, puisque les aides-soignants, ceux qui nettoient, ceux qui changent les draps, eh bien, sont en tenue, en costume gris. Vous allez voir sur quelle vidéo que j'ai faite. Ont une tenue grise, pantalon, veste grise. Un chapeau gris, tu portes un chapeau. Les infirmières, les infirmiers, eux sont en ton pourpre, ils sont dans un très beau pourpre romain, voilà. Et les médecins, eux, sont en bleu. Comme ça, vous vous trompez pas. Et puis il y avait une dame que j'ai repérée qui était un pantalon bleu, mais avec une blouse blanche un peu comme les tenues des officiers impériaux dans Star Wars. On a encore du mal, donc mais blanc, voilà, blanc. Petit col comme ça, montant. Et elle avait une oreillette et un système radio. Bon, elle se baladait un peu partout, elle m'a dit qui je suis, elle a regardé mes identifications. Ah oui, parce que ceux qui n'aiment pas les QR codes, vous êtes identifiés, vous êtes scannés.
Bon, voilà, vous avez mon nom en russe, Kuzmanovic, Dorde, ouais, Dord. C'est à cause des passeports et des... il y a mon petit numéro. Puis après, j'en ai eu un deuxième pour le deuxième hôpital. Donc, ça permet d'avoir, pour les médecins, en scannant avec du matériel moderne, les informations qu'on a déjà sur vous, ça va plus vite. Voilà, vous perdez pas, il y a tous les résultats, et ils savent où ils en sont. Une relève médicale, alors c'est quand même pratique. Bon, voilà, au cas où. Donc, je me rends compte que cette personne, c'est un chef d'orchestre, en fait. Elle coordonne les médecins, les infirmiers, les différents corps de médecins, et elle dispatche, et elle organise une sorte de ballet. Donc, c'était allé très, très vite. C'est-à-dire que ça a duré, la première partie, pour moi, a duré 3 heures. Alors, en 3 heures, j'ai eu un scanner, un Doppler, un double Doppler profond sur les 2 jambes, un contrôle cardiaque complet, une prise de sang complète avec les résultats de la prise de sang. Tout ça a été bouclé en 3 heures et 2 visites de médecins. 2 visites de médecins différents. Il fallait qu'ils déterminent ce que j'ai, évidemment. Donc ça, j'ai pas attendu. Voilà, c'est très rapide. Et entre-temps, les infirmières venaient me mettre ce qu'il fallait, entre autres 2 très belles injections dans le postérieur d'antidouleur, qui est sur le coup, alors celle-là était très très bien. Ah, faut dire qu'elle était très bien. On se sent très très bien. Tout à fait conscient, mais très bien. C'est très agréable. Et la douleur a quasiment disparu. Donc, je ne sais pas ce qu'ils m'ont mis dans le postérieur, mais c'est bien efficace. Voilà. Oh, bah, je ne supporte pas les piqûres. Docteur! Piqueuse! Docteur! 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 Alors, il me détermine là que j'ai quelque chose de bizarre, mais qui n'est pas aussi grave. Alors, eux aussi avaient supposé que c'était une thrombose ou une phlébite, et là, ce qui est très très galère. Mais non, en fait, j'ai la valise qui m'est tombée sur la jambe m'a blessé le muscle. Il s'est déchiré et ça a fait un épanchement de sang intramusculaire qui a une infection et ça s'est inflammé. Voilà. Et d'où le gonflement. Donc, ayant compris ce que j'avais, ils m'ont dit, on va vous emmener dans une clinique, dans un hôpital où on fait la spécialité chirurgicale dont vous avez besoin, qui s'appelle ici Gnoinoi Chirurgie. Gnoinoi Chirurgie, alors moi je ne connaissais pas du tout, je ne connais pas, je ne suis pas médecin, mais c'est la chirurgie des trucs purulents, voilà, et des inflammations. Bon, c'est un département en soi. Et je suis allé à ce département. Donc là, j'ai attendu une petite demi-heure supplémentaire. Donc là, on arrive autour de 4 heures total. Donc ça avait commencé à 10 heures du matin, mon problème. 10 heures du matin, il est 14 heures. Et là, un deuxième camion de secouristes vient me chercher. Je suis emmené sur un brancard roulant dans la deuxième ambulance. Et il m'emmène là à l'hôpital numéro 67 où, vous savez quoi? Ils ont tout recommencé. Parce qu'ils avaient les résultats. J'avais les résultats sur papier, comme ça, comme celui que je vous ai montré tout à l'heure. J'avais un autre papier comme ça, de la première, avec tout plein d'éléments. Mais comme les entiers sont strictement les mêmes, ils ont dit ces gens ici connaissent rien en gnoï opérant chirurgie, ils connaissent rien en opération inflammatoire. Alors, bon, on va quand même vérifier tout ce qu'ils ont fait parce que ça se trouve c'est nul. Bon, ça va faire rire. Bon, ils sont arrivés aux mêmes conclusions, donc ils m'ont refait faire là, très rapidement, en 2 heures, un scanner, un Doppler, un double Doppler, prise de sang et contrôle cardiaque. Bon, tout va bien. Et ils m'ont mis, donc ça a repris 2 heures. Il était 18 heures et ils m'ont mis dans la file. Alors comme j'étais pas en urgence, ils m'ont mis dans la file d'attente des opérations chirurgicales prévues. Alors comme c'était pas urgent, il n'y a pas cette urgence critique, donc j'ai dû attendre un peu. Et là, je vous dis, il était 18h, 18h30, on a fait manger. Pardon, qu'est-ce que je raconte? On a fait manger, on n'a rien mangé du tout. Là, c'était même l'horreur, parce que j'ai rien mangé pendant 36 heures, rien bu depuis le matin. Et au contraire, j'allais manger et je suis chirurgien intérieur, mais qu'est-ce que vous faites? Il va pas manger, il va se faire opérer, ça, bon. Et j'ai attendu jusqu'à 1h du matin. Voilà, à 1h du matin, j'ai eu ma fenêtre de tir. Et donc, ils opèrent toute la nuit, voilà, par équipe tournante. Donc, c'est plus ennuyeux, on va dire. Mais voilà, donc en 12 heures, toute plein de batteries de test, opération, très rapide à l'opération.
Ils ont essayé de me faire une anesthésie locale avec des injections dans la colonne vertébrale, mais il paraît que j'ai un dos avec les vertèbres trop serrées, qui ont piqué 6 fois. Là où j'ai mal maintenant, c'est dans le dos. C'est pas très agréable quand même comme truc. Donc, on fait une petite anesthésie générale, mais légère. Voilà, ils ont ouvert le mollet, ils ont drainé, ils ont aspiré tout ça, ils ont recousu. J'ai un gros pansement. Ça, c'est la blessure au 2e jour. Oui, ça saigne encore. Les points de suture sont pas entièrement mis. Et ça sera fait quand je sortirai de l'hôpital. Voilà, ça c'était... Vous avez écœurement né dans ma chambre. Voilà. Alors ça c'est ma chambre où j'ai été pendant 3 jours. Donc voilà, c'est la chambre où j'étais. Il y a des taches de sang. C'est le 2e jour, il y en avait moins. Le 1er jour, il y a quand même pas mal de taches de sang parce que ça coulait bien quand même. De ma blessure. Voilà, la chambre normale. Les toilettes, douche, propre. Voilà. On a 3 dans cette chambrée. C'est du assez rapide. Bon, les Russes font pas beaucoup ils sont beaucoup moins dans l'ambulatoire. Hein. Visiblement, il n'y a pas eu cette folie de l'ambulatoire dans l'hôpital russe. Donc, on reste jusqu'à ce que vous ayez besoin de rester. Et c'est plutôt même l'inverse. Ouais, c'est moi qui ai dû insister pour partir en disant, mais j'ai un avion dans 2 jours, puis j'aimerais bien quand même réussir à faire un interview. Donc là, cet après-midi, avec une petite jambe boitillante, donc j'aurais demandé à sortir. Puis voilà, j'ai assisté, je suis sorti, mais ils ont une tendance plutôt à garder les gens. Donc il y a beaucoup de chambres, beaucoup de monde. Alors il y a personne dans ni dans cet hôpital, l'hôpital secondaire là où je suis, ni dans l'hôpital Botkin. Il n'y a pas de gens dans les couloirs. Personne n'est. Personne n'est en train d'attendre un médecin pendant des heures dans un couloir. Alors, des fois il y a des gens dans les couloirs, comme moi mange dans un couloir, mais voilà. Et ça dure quelques minutes ou une demi-heure, et après ils sont mis dans une chambre, dans une salle d'opération. Donc, en tout cas, de ce que j'en ai vu, moi, il n'y a pas ici de problème de ce type-là. En tout cas, d'urgence avec des gens qui attendent pendant des heures et des heures. Alors, dans cet hôpital numéro 67, c'est plutôt des vieux. Hein, faut dire ce qu'il y a, quand même beaucoup de vieux. Voilà. Ils sont soignés, mais bon, globalement, j'ai l'impression que la société russe a décidé plutôt, contrairement à un autre, de faire plutôt le pari sur les jeunes que sur les vieux. Donc, on s'occupe bien des vieux, mais voilà, je suis pas certain qu'on fasse qu'il y ait autant d'efforts. Je parle globalement, dans ce que ici, ils sont très, très bien soignés. Il n'y a aucun problème. Tout le monde était bien soigné, c'était gentil avec eux, on s'occupait bien d'eux. Voilà, pas de souci. Là, je passe devant le café, un petit café. Je sais pas si vous voyez. Un café numéro 67. Bon. Voilà, c'est pas le café le plus sympa de Moscou. Mais c'est pour ceux qui sont sur une longue cure. Une longue cure. Et qui peuvent descendre, prendre un petit café quand ils sont malades. Non, où j'ai été... où j'ai passé 3 jours. Et ça, c'est le bâtiment où j'ai été opéré. Voilà, c'est la partie un peu ancienne, apparemment, de cet hôpital. Le numéro 67. Voilà, une partie un peu plus moderne, nouvelle. Assez typique. Et à côté, il y a des trucs en construction. C'est assez typique de Moscou et de la Russie en général depuis la fin des années 90. C'est quelque chose qui est en reconstruction permanente, donc ça se fait par bout. Alors bon, à force de bout, en 25 ans, il y a plein d'endroits où c'est assez extraordinaire. En particulier le premier hôpital où je suis arrivé, mais ça, je vais vous le raconter. Voilà, c'est là que j'étais. Et on est de la salle d'opération à la chambre. On passe par un long tunnel souterrain. Donc voilà, quand même, ce qui est assez ahurissant, c'est la vitesse des services d'urgence. Bon, c'est ce que tout le monde me dit ici. D'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe en Chine. C'est un peu la même méthode. Donc on a cette pratique d'arriver aux urgences. Et c'est pas vous qui êtes emmené de service en service, surtout dans cet hôpital Botkin, c'est des appareils qui viennent à vous, qui sont sur roulette et qui, feu cardiaque, que ce soit d'autres, vous êtes
d'être géré de cette manière. Et les médecins spécialistes se succèdent en fonction de l'évolution du diagnostic. Donc c'est pour ça que j'ai eu 2 groupes de médecins différents qui étaient avec leurs étudiants d'ailleurs à chaque fois, les internes, plutôt les internes quoi, et le médecin principal donc qui vient voir et qui donne leurs recommandations. Et donc voilà, deuxième hôpital où j'ai été opéré et d'où je vous raconte ma petite aventure. Alors ce qui est intéressant, c'est donc je vous ai dit de parler aux gens. Voilà, je me rends compte que j'ai l'impression que de manière globale que les Russes vont mettre la priorité plutôt sur la jeunesse que sur les anciens. Alors, s'il y a des choix à faire. Alors, j'ai l'impression que c'est un peu le choix qui a été fait. Donc, c'est pas l'impression, c'est le choix qui a été fait au moment du Covid. À un moment donné, ils se sont rendus compte que leur propre vaccin fonctionnait, voilà, comme les nôtres, fonctionnait un peu, mais pas des masses. Donc, ils ont passé à contrôle Covid, qu'ils font toujours, contrôle Covid, à la semaine de l'énergie. J'ai raté le premier jour parce que, il fallait, je savais pas. Il fallait faire un contrôle Covid, le vérifier, 12 heures, donc la première journée, je l'ai raté. Donc, contrôle Covid et mesures barrières, se laver les mains, masque. Donc ça, ils ont fait beaucoup, mais ils ont très vite arrêté le confinement et la vaccination, comprenant, comme ça m'a été dit clairement, que c'est plutôt les vieux qui meurent et ma foi, c'est la vie, on va pas réaliser la société, en particulier les jeunes pour eux. Donc c'est plutôt un choix général. Encore une fois, ils s'occupent bien des vieux ici, il n'y a pas de problème. Tout le monde le dit bien, parfaitement bien, sourd. Donc, voilà, discussion avec les gens, très très intéressante, puisque en particulier avec les médecins, eh bien quelque chose dont je m'étais pas rendu compte, qui peut tomber sous l'évidence après qui, eh bien c'est que en chirurgie orthopédique, entre autres, ce que j'ai eu là, ce sont aussi chirurgiens orthopédiques. Donc les mécanos, comme on les appelle en France, ceux qui s'occupent des jambes cassées, des blessures diverses et variées, des blessures par balle, des amputations. Eh bien, la médecine orthopédique et la médecine d'urgence en général, fait des bons colossaux. C'est le célèbre médecin romain Galien qui l'avait dit, il y a donc déjà très longtemps, la guerre est la meilleure école de chirurgiens. Et il se fait que, ces chirurgiens-là ont évidemment beaucoup de pratique. Donc on les voit là dans l'hôpital, il y a pas mal de gars avec qui plutôt des jambes arrachées, souvent une jambe, parfois plus rarement 2, plus rarement aussi un bras. Mais c'est un camion qui passe. Ouais, c'est la jambe arrachée qui a l'air d'être la blessure principale, grave. Et donc, les infirmiers, les médecins et les gens qui sont dans l'hôpital ici m'ont confirmé que, relativement aux Ukrainiens, encore une fois, il y a quand même peu de morts. Entre autres, pour une raison, c'est que, aussi bien pour leurs hommes que pour leur matériel, les Russes font plus de relèves et ont des moyens d'aller plus efficaces, d'aller chercher leurs blessés sur le front et de les ramener. Et de les soigner, beaucoup plus de moyens évidemment à l'arrière, dans les différents hôpitaux, qui arrivent à fonctionner malgré ces charges supplémentaires. Donc on me dit relativement aux Ukrainiens beaucoup moins de morts, donc ça corrobore ici aussi ce que l'on sait très bien, et contrairement à ce qu'on dit dans certains médias en France. Par contre, beaucoup de blessés graves. Donc blessés graves, c'est des blessés par balle. Alors les blessés graves, pour une bonne partie, on me dit peuvent repartir au combat après de longs soins. Et aussi des blessés très graves. Alors les blessés très graves, c'est ceux qui ont c'est le plus terrible, c'est les gueules cassées qu'on en avait en 14-18. C'est ceux qui ont un impact grave au visage. Et beaucoup donc de gens qui ont subi des blessures, soit lourdes à l'abdomen, soit l'amputation d'un ou plusieurs membres. Donc ça, il y en a pas mal. Et donc, c'est une génération pour qui ça va poser problème, évidemment. Même si beaucoup d'efforts, visiblement, sont mis sur l'industrie des prothèses. Alors, on va voir ce que ça va donner. Mais clairement, la guerre permet justement aux chirurgiens de pratiquer et aux armes de s'améliorer. Ça, on sait. Malheureusement, ça a toujours été comme ça. Mais aussi, tout ce qui est prothèse, de faire des bonds en avant.
Donc ça, c'est un des gros sujets ici, voilà, qui m'était pas évident, mais bon, quand on passe un peu de temps à l'hôpital, ici, c'est clairement le sujet. Et donc encore une fois, malgré tous ces blessés, hein, quand même, il y a beaucoup de blessés, il n'y a pas de saturation. Pas de saturation d'hôpital. Encore une fois, il y a beaucoup de moyens qui ont été mis, et encore une fois, comparé aux années 90, c'est vraiment très, très, très étonnant. Il y a des efforts colossaux qui ont été faits. Et là, on peut se poser des questions sur notre hôpital public à nous qui s'effondre. Et que ça ne peut être qu'une volonté politique de vouloir qu'il s'effondre. Par exemple, une chose étonnante, quand ils ont appris ici qu'un tiers du personnel des hôpitaux publics en France, c'était les administratifs, ils ont halluciné. Ici, on est sous les 5%. Et encore, les personnes administratives sont souvent des infirmières en chef, ou des médecins, des chirurgiens, qui, pour des raisons ou d'autres, par exemple, les chirurgiens, bon, la main tremblote, ou je sais pas, ils n'ont plus la même, ou ils n'ont plus la compétence parce que ça a évolué, eh bien, mais ils connaissent ce métier quand même, hein, ils connaissent leurs collègues, ils connaissent l'hôpital, donc ils sont plutôt à l'organisation. Alors, voilà, qu'il y ait des écoles de management ou commerciales où sont formés des directeurs d'hôpitaux, ça, franchement, ça leur a semblé complètement délirant. Et évidemment, c'est complètement délirant. Dans notre pays aussi, il faudrait qu'on revienne à un hôpital organisé par les médecins. On l'a vu au moment du Covid. Quand c'est la crise, justement, ben, ils savent faire. Hein, donc, ils ont demandé à nos administratifs de faire des réunions Teams, hein, en caleçon et en chemise et costard sur le haut, caleçon en bas, et puis de faire du reporting et des fichiers Excel, mais ils sont occupés de faire tenir l'hôpital public. Bon, c'est pas nouveau, c'est les spécialistes dans chaque discipline qui savent faire comment il faut faire, et pas des bureaucrates qui n'ont jamais pratiqué le terrain. Donc, évidemment, là, gros point pour la Russie. Peu d'administratifs, beaucoup de personnel soignant, vraiment énormément de personnel soignant. Alors, une particularité, je vous disais, là d'ailleurs, oui, là-bas, une personne, là-bas, où est-ce qu'on la voit, voilà, qui est en costume gris. Bon, ça, c'est un aide-soignant. Donc, s'occupe de tout, brancarda, nettoyer, divers coups de main, apporter du matériel de soins. Et donc, ils sont en gris, et on voit là la pénurie de main-d'œuvre en Russie. Ce sont principalement des gens des républiques dites du Sud, hein, des anciennes républiques du Sud de l'URSS, donc des pays en stan, donc Ouzbékistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkménistan, ou des républiques encore en stan, mais qui sont toujours à l'intérieur de la Fédération de Russie, comme le Daghestan. Donc beaucoup. En vraiment maximum. Principalement, c'est 98-99%. Moi, j'ai croisé dans les deux hôpitaux qu'une seule femme russe, au sens ethniquement russe, qui était dans les aides soignants. Alors peut-être c'est un hasard, mais bon, ouais, je crois pas. Et sinon après, médecins et infirmiers, c'est bien réparti. Moi j'ai même un médecin d'origine moitié russe, moitié indien. Oui. Un des médecins qui s'occupait de moi, c'était très efficace. Donc ça c'est une chose. Alors contrairement, je vous le dis, aux plaintes des infirmières, énormément d'effectifs. Et ce qui est étonnant, c'est de comparer nos deux systèmes, parce que quand même, là aussi, ici en Russie, on a quand même eu un changement de régime. En URSS, en 91, 10 ans d'effondrement, la mafia, Yeltsin, une corruption ahurissante qui s'est toujours pas complètement résorbée, mais quand même une corruption délirante, l'argent volé par les oligarques qui partait à l'ouest, dans les banques occidentales. Et puis une guerre du Daghestan que tout le monde a oublié en 92, 2 guerres de Tchétchénie et puis les sanctions de 2014. Il y a plein de trucs qui marchent en général, et particulièrement l'hôpital. C'est un peu étonnant parce que nous, que je sache, on n'a pas changé de régime. Quoique si, en fait, on a changé de régime, c'est apparu il y a 40 ans aussi. On est passé en mode néolibéral hardcore sous domination de Bruxelles. Mais bon, ça s'est fait plus sobrement. On a de la corruption aussi, mais on n'a pas eu de guerre. Et on est censé être plus riche. Donc, bon, voilà, destruction de l'hôpital public, elle est voulue donc dans notre pays. C'est malheureux. Alors, évidemment, c'est Moscou. Hein, j'étais pas dans des hôpitaux ailleurs, mais on me dit que, comme dans d'autres domaines, ça s'est amélioré partout. Alors, évidemment, Moscou, c'est Pétersbourg, Ekaterinbourg, Vladivostok, les grandes villes comme ça, ça doit être mieux qu'ailleurs. Mais bon, on me dit quand même ça va. Alors, je sais pas, c'est à vérifier, mais en tout cas, ici à Moscou, c'est assez impressionnant. Elle est d'une très grande efficacité, très, très rapide, et beaucoup de personnel soignant. Comme je vous disais, les infirmières, elles se plaignent beaucoup qu'elles sont pas assez nombreuses.
Euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail, puis surtout quand il y a des gens comme moi qui s'intercalent au milieu, qui se rajoutent au cycle opératoire, parce qu'ils en ont fait 2 quand même, hein, et tout le truc était prévu toute la journée, puisque j'étais opéré comme n'étant pas en urgence extrême, comme c'était pas une thrombose ou quelque chose de ce genre. Ils m'ont opéré donc dans le département voilà, des opérations prévues, et ils nous ont rajouté à 2 quand même dessus, voilà, pour alléger, j'imagine, les urgences. Bah, ils ont tout bien fait, donc peut-être qu'ils sont pleins un peu à côté à cause de ça. Alors je vous disais, il y a surtout des vieux quand même, hein, à l'hôpital, aussi des blessés de guerre, mais surtout des vieux. Eux, ils se plaignent aussi. Bon, peut-être que tous les vieux du monde se plaignent parce que la jeunesse est partie, que ça fait mal et qu'à l'hôpital, franchement, c'est pas le meilleur endroit du monde. Bon, ça doit être une norme anthropologique générale, bien compréhensible. Mais il y a un petit quelque chose aussi soviétique, hein, ce qui était les plaintes principales aussi des infirmières, et qui nous ramène à une réalité qui est peu connue, bien que certains comme nous l'expliquent, comme nous à Fréquence Populaire on l'explique, c'est que la première opposition dans ce pays, c'est le Parti communiste de Russie, le KPRF, qui fait 30%. Alors il est un peu réduit dans les élections, on l'amène à 25%, mais voilà, mais c'est première opposition. Donc, beaucoup de personnes âgées. Les conservateurs ici, ils votent pas Macron, ils votent communiste. C'est drôle, hein, le monde. Voilà. Et ils sont conservateurs et eux, ils disent, oh, non, c'était mieux l'URSS. C'était mieux l'Union soviétique, l'hôpital, c'était mieux. Franchement, là, c'est n'importe quoi. Ça s'effondre, ça se privatise. C'était mieux l'URSS. Bon, faudrait des spécialistes. Alors, j'imagine que les techniques, quand même, sont améliorées. Visiblement, dans le premier hôpital que j'ai vu, c'est sûr qu'il n'y avait pas ça en URSS, mais bon, il n'y avait pas ça non plus nulle part ailleurs dans le monde. Ça, c'est la médecine qui évolue. Ah, peut-être qu'il y aura encore plus de monde, je sais pas. Moi, j'ai eu la chance de découvrir l'URSS à la fin. En 1989, j'étais dans un camp de Komsomol et je me suis cassé le bras. Donc, j'ai pas de chance, hein, en Russie. Bizarre, peut-être qu'il faudrait que j'aille ailleurs. En voulant faire le beau auprès d'une belle Léna et à faire le soleil un peu trop longtemps, 4 tours au lieu de 3. Sur une barre, j'ai fait un vol pané, je me suis cassé le bras, on m'a emmené à l'hôpital de Sochi, j'ai été soigné, bon, c'était super, voilà. On m'a pas fait payer non plus, évidemment, mais de toute façon, c'était livré SS, donc là, il n'y a vraiment pas de question de paiement. Bon, je sais pas. Donc les vieux et une partie des infirmières qui doivent voter KPRF, hein, on peut pas voter autre chose, je pense. C'est pas des libéraux, on va dire. Ouais, disent que ça pourrait être mieux. Bon, sûrement. Ça peut être sûrement mieux. Mais franchement, là, en termes d'urgence, comparé à la France, alors surtout que moi, j'ai eu les expériences que vous avez tous, mais l'année dernière, j'ai eu mon papa, encore une fois, 20 heures à l'hôpital, 20 heures avec 20-18, 200 sur 180 le matin, en ultra énorme supertension, passer 20 heures sur une chaise pour finalement pas avoir d'IRM. Ma petite fille de 5 ans qui emmenait un équerre quasiment 10 heures avant d'être opéré, enfin pas opéré, soigné. Hein, voilà. Ouais, moi, j'ai eu plein de contrôles médicaux et ça tourne. Et j'observais à l'hôpital Botkin ce que j'appelle la salle de triage avec cette chef d'orchestre. Ça va vite. Et les appareils tournent, ils passent d'une personne à l'autre. Les différents médecins spécialistes descendent dans la salle de triage, évaluent en fonction des résultats des différents tests qui ont été faits sur le patient, et il en met soit dans l'hôpital au service où il faut, soit dans un autre hôpital comme moi. Et ça tournait extrêmement vite, franchement, très impressionnant. Et voilà. Ici, alors, petit état de tour par rapport au conflit. J'arrive franchement, faut dire, tout le monde est un peu grognon, trouve que les trucs, ça pourrait aller mieux s'il n'y avait pas la guerre. Tout le monde en a marre des drones, et puis surtout des gènes que ça provoque, évidemment. Je vous ai dit, entre autres, sur Internet. Tout le monde a le mec, ça s'arrête. En même temps, tout le monde est très, très patriote. Hein, donc, voilà, c'est plutôt tendance que ça s'arrête avec la défaite de l'Ukraine. Avec une défaite de l'Ukraine,
Mais ouais, plutôt une tendance comme on peut le voir ailleurs, à trouver qu'il faudrait mettre plus le paquet. Voilà. Mais pas, voilà, plutôt incompréhension qu'il y a eu cette guerre, plutôt pas haineux, en tout cas les gens. Hein. Voilà, ils aiment bien les Français. Il faut dire que personne ici, alors, contrairement à Renzi, personne ne s'est moqué de la France. Donc, personne. Tout le monde, je parle du vol des bijoux incroyable au Louvre pendant que j'étais ici. Donc c'est pas moi. J'étais dans un hôpital à Moscou. Ouais, on a vu que beaucoup de gens se sont moqués de la France, et ici, pas trop. Enfin, en tout cas, les gens étaient très embêtés, ils ont dit c'est terrible, certains étaient allés au Louvre, ils avaient vu ces bijoux, en plus c'est Napoléon. Alors, vous avez ici Napoléon, même s'il aura un peu flambé, même si indirectement, c'est les Russes, mais il aura pris la capitale de Moscou, donc c'est un héros. Hein, pour eux, voilà. C'est une grande figure de l'histoire. Ils ont une passion pour Napoléon, quoi. Vraiment, ils nous en veulent pas. Et donc, ils trouvent ça incroyable que quelqu'un ait pu voler ça. Et, voilà, plutôt de la compassion. Voilà, ils espèrent tous que ça va s'arrêter parce que ils comprennent pas. Et c'est absurde. Ils trouvent cette guerre absurde. Elle n'aurait pas dû être. Voilà. Maintenant, ils en veulent quand même aux dirigeants européens. Ils en veulent pas à la France, à la Grande-Bretagne, à l'Allemagne. Ils en veulent pas aux citoyens du tout. Ils en veulent beaucoup à nos dirigeants. Ils sont perçus comme étant ceux qui prolongent la guerre. Voilà, depuis l'hôpital public de Moscou, c'est ce que je pouvais vous dire. Voilà, je suis quand même ravi de sortir, hein, parce que c'est assez pénible. La nourriture, bah oui, on a 3 repas par jour. Alors, servi à des heures improbables, je crois à 6h30 du matin, puis le dîner, c'est à 17h30. Et comme dans les hôpitaux, c'est pas bon. Hein, c'est bien, c'est tout ce qu'il faut, mais c'est pas très, très bon. C'est pas très salé. Ouais, c'est pas super. C'est pas... Voilà. Mais voilà, je connais aucun hôpital où c'est super bon. Surtout pour ceux qui sont vraiment à l'hôpital pour se faire soigner. Donc voilà, bon, si de ce côté-là, rien d'anormal. Ouais, beaucoup de matériel partout, des chaises roulantes, voilà, vous avez une petite image là, bon, un peu illégale, mais il y a du matériel informatique qui marche, les médicaments. Ouais, ici, il n'y a pas de pénurie, hein, franchement. Pas de pénurie en général ici. Ouais. Dans la vidéo que vous verrez, je vous parlerai de Krasnodar, où il y a des soucis d'essence, mais ça, c'est que je vous ferai dans l'œil de Kousma, liés aux attaques ukrainiennes sur certaines raffineries russes. Il y a certaines coupures des limitations de pétrole, mais enfin, franchement, ici, il n'y a rien. Dans les hôpitaux, ils sont bien achalandés en termes de coton, de seringues, de médicaments, de tout ce qu'il faut pour faire tourner un hôpital. Il n'y a visiblement pas de problème, mais peut-être que c'est dû au fait que les Russes ont beaucoup copié dans ce domaine parce qu'ils avaient besoin d'être souverains. Donc, quand ils avaient besoin d'être souverains, ils n'en ont rien à faire de copier ou pas copier ce que produisent les autres. Mais peut-être que ça a beaucoup à voir que il y a beaucoup de produits médicaux sont produits en Chine et en Inde, qui sont leurs alliés dans les BRICS. Nous, c'est pas le cas. Et nous, on n'a rien changé depuis le Covid. On est toujours 80% du matériel médical, des médicaments et des composants de médicaments viennent d'Inde et de Chine. Ce qui ne met pas en grande meilleure disposition pour faire des sanctions. C'est vraiment... Macron, ça va pas être une bonne idée. Ouais, je vais vous raconter d'ici. Alors, faut dire qu'ils ont été quand même super sympas, parce que, évidemment, à cause des sanctions, aucun moyen de paiement. Un système d'assurance qui est très compliqué, bien évidemment. Qui marche plus ou moins. En tout cas, les cartes, on peut pas payer, voilà, donc on va chez lui avec un peu de liquide. Mais évidemment, c'était pas du tout prévu pour tout ça. Alors, il faut savoir que pour sortir de l'hôpital, il faut que vous ayez votre VUIPUSCA, c'est-à-dire votre autorisation de sortie qui est signée par le chirurgien, le médecin, évidemment. C'est de sa responsabilité. Eh bien, voilà, je l'ai. C'est ce document. Voilà. C'est ce document qui raconte ce qui s'est passé et qui... Voilà, ça c'est l'hôpital numéro 67. Voilà, ça raconte plein de choses en détail, puisque quand même j'ai eu 3 scanners, une radio, 2 contrôles cardiaques, plusieurs prises de sang, donc tout ça, et
Tout ça est détué, dépaillé en d'innombrables résultats et chartes divers et variés qui plairont sûrement à mon médecin, à moi. Mais on s'en fout, les amis, c'est pas ça qui compte. Voilà, et là, j'ai les recommandations. Donc, déjà, de 1, je peux prendre l'avion, parce que c'était pas gagné complètement. Maintenant, je peux prendre l'avion. Et avec ça, eh bien, je vais me rendre directement à la pharmacie, parce que, vous voyez, là, il faut que je prenne du matériel pour me faire les bandages, et aussi de l'amoxicilline pour continuer à prendre les antibiotiques. J'en ai pour 1 mois de traitement. Alors, c'est pratique. Il y a la pharmacie directement là. Donc, je vais aller à cette pharmacie pour aller chercher mes médicaments. Et puis, je vous raconte chez les médicaments. Et puis, je vous raconte comment tout ça est arrivé et pourquoi. Et comment ça se passe dans les hôpitaux russes, en tout cas, l'hôpital à Moscou. À tout de suite. Ah ouais, ça c'est important dans l'hôpital, ça c'est Barclay. Voilà, tout le monde doit rentrer avec. C'est pas. Les gens rentrent et doivent mettre des trucs autour des. Non, c'est sale dans l'hôpital. Voilà, donc. Mais ça c'est une pratique chez les Russes qu'on n'a pas en France. De toute façon, quand vous rentrez quelque part chez les gens, vous enlevez tout de suite vos chaussures. Que des gens, en particulier les femmes, qui se promènent avec des chaussures de visite. Quand ils arrivent chez les gens pour remettre de belles chaussures, par exemple, mais qui n'ont pas été salies par la rue. Alors, dans un hôpital où il faut garder les conditions d'hygiène, et bien évidemment, les Barclays, c'est extrêmement important. Les gens rentrent et mettent tout de suite ces chaussons tout moches en plastique, mais voilà, ça protège un peu. Ça participe à la protection contre les contaminations. On peut dire que c'est plutôt une bonne idée. Évidemment, ça fait du plastique en plus. Et les Russes ici, à vrai dire, le plastique, il y en a absolument partout, c'est délirant. On peut dire qu'ils n'en ont un peu rien à faire de la surconsommation de plastique. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Allez, voici de l'hôpital public russe, un petit reportage en live. Bien sûr, j'ai pas pu filmer parce que j'étais attaché dans mon brancard et puis j'étais pas en état, j'avais super mal. Et puis c'est interdit, et puis j'ai pas filmé non plus la salle d'opération évidemment parce que j'étais tout nu. Donc voilà. Donc il y a les images qu'il y a, mais vous avez mon récit sur l'hôpital public, je pensais intéressant. Donc voilà, le point est largement à l'hôpital public russe, et ce serait bien qu'on revienne à l'hôpital public français qu'on a eu il y a 25 ans, puisque c'était quand même et très clairement le premier mondial. Allez, à très bientôt. Et voilà, sortie définitive de l'hôpital. Allez, on y va pour la suite.